Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans 24 heures week-end. L'info en question, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 20h. Regardez ces images. Grève chez Carrefour aujourd'hui, grève très suivie, environ 50% des salariés. Précédé hier de ce mouvement chez Air France. Vous avez vu les images également suivies dès lundi par la grève à la SNCF qui elle aussi sera très suivie. Et puis les éboueurs, la fonction publique, les avocats, bref, de nombreux Français ont décidé de dire fort au gouvernement leur ras-le-bol. Pendant ce temps-là, quelle stratégie pour Emmanuel Macron? Peut-il céder? Peut-il jouer la montre en tentant de laisser la colère passer? Est-ce que c'est risqué? Macron va-t-il céder? C'est la thématique de notre émission de ce soir. On en parlera avec mes invités. Et puis à 19h, la semaine en question. On va revenir évidemment sur l'hommage au colonel Beltrame qui a donné une leçon d'instruction civique aux Français. La marche également en mémoire de Mireille Knoll, entachée par l'exfiltration de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Un mot de Johnny, première étape judiciaire franchie, et puis l'affaire du train blindé en Corée du Nord. Voilà pour le programme, donc d'ici 20h. Programme chargé, on va commencer tout de suite par les grèves avec nos reportages, vos questions et mes invités. Bonsoir à tous, bonsoir Roland Quérol. Merci de revenir dans cette émission. Vous êtes politologue, chercheur à Sciences Po, auteur de l'ouvrage Les raisons de la colère chez Grasset. Jean Massier est là également, bonsoir. Fondateur d'Acropolis, chaîne de streaming de commentaires d'actualité politique. Vous avez été par ailleurs conseiller au cabinet ministériel à l'époque de Marisol Touraine. Bélig Nabli, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau, chercheur à l'IRIS, auteur de La République du soupçon, publié au CERF. Et puis Olivier Gracia, bonsoir à vous également, historien et essayiste, co-auteur de L'Histoire se répète toujours deux fois, publié aux éditions Larousse en 2017. C'est donc sans conteste la semaine la plus délicate qui s'ouvre pour le pouvoir exécutif depuis bien longtemps, si ce n'est depuis le début du quinquennat. Vous me donnerez votre avis d'ailleurs. On va parler d'ailleurs tout à l'heure du risque politique, mais arrêtons-nous pour commencer sur la situation concrète. Des grèves dans différents corps de métier. À la SNCF, vous le savez, ça commence lundi soir. Mais si vous êtes allé faire des courses aujourd'hui, peut-être vous êtes-vous cassé les dents au magasin Carrefour. Les hypermarchés sont en grève, ce qui inquiète les salariés. Des suppressions de postes, des suppressions de primes et puis la fermeture prévue de 273 magasins de proximité. Détails et explications de Patrick Ninine. Dès l'ouverture, les grévistes ont planté le décor. Drapeaux, ballons et même des caddies installés à l'entrée du magasin. Pour ralentir les clients surpris par ce débrayage inédit dans un centre commercial, une première dans l'histoire de Carrefour. Bon, le boulot, c'est dur, je sais. Et bon, 50 € de prime, je crois que ça abusait un petit peu par rapport à tout ce que les actionnaires ils doivent toucher, quoi. C'est un groupe qui marche bien, je vois pas pourquoi on poserait des problèmes comme ça, quoi. 70% de grévistes, le mouvement est suivi. Dans le magasin, les agents de sécurité laissent faire. Coups de sifflet, sonos poussés à fond, les salariés en grève traversent les allées du magasin, bien décidés à perturber les ventes. Voilà, donc de très nombreux magasins touchés. Alors évidemment, c'est un conflit privé, on ne parle pas là de fonction publique, hein, Roland Quérol. N'empêche, c'est un signe d'exaspération, un premier signe d'exaspération sur cette semaine qui va s'ouvrir. Oui, mais justement, le problème, c'est de savoir, c'est ça qui préoccupe le gouvernement, est-ce qu'on a une série de secteurs de grogne, de colère, de salariés divers qui vont continuer ou pas continuer selon ce qu'ils obtiennent, ou est-ce qu'il peut y avoir une contagion cumulative de ces luttes sociales qui pourraient embraser le pays. Franchement, vu d'aujourd'hui, je sais bien qu'il suffit d'une étincelle pour mettre le feu à la plaine, comme disait l'excellent président Mao, mais pour le moment, on n'a pas l'impression qu'on soit dans une période de contagion. Le fait que dans un grand groupe de distribution qui est en proie à la concurrence d'Internet, on ait des difficultés alors que c'est un groupe qui a toujours cru depuis des années. Bon, c'est un problème particulier. La SNCF, on le sait, c'en est un autre, on va en reparler. Et c'est pareil pour Air France, pour les autres. Il y a ici des problèmes de salaire, ici des problèmes de conditions de travail, là des problèmes de traitement des salariés. Voilà, on n'a pas pour le moment
me semble-t-il, le sentiment que ni à la base, ni dans les organisations syndicales ne naissent des revendications communes. Il faut une revendication qui pourraient commune. mettre en cause. Il faut une revendication commune pour que l'embrasement soit général. En général, c'est ça. En général, il faut qu'il y ait des revendications communes, des mots d'ordre communs qui puissent motiver en même temps les uns et les autres. C'est comme ça qu'on a vu les grands mouvements sociaux dans ce pays. Aujourd'hui, où ils ne sont pas encore là, où ils ne vont pas venir parce que justement, ce sont des poches de mécontentement qui n'ont pas grand-chose de commun l'un avec l'autre. Vous voyez les choses de la même façon, Belling Nabli? Vous pensez qu'il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, de risque de contagion? Aujourd'hui, c'est vrai que ça reste assez isolé et sectoriel. L'un des enjeux, c'est la capacité de l'opposition, parlementaire en particulier, de prolonger ou de prendre le relais de ce qui se passe au niveau syndical. Et c'est cette difficulté de l'opposition politique, de l'opposition au pouvoir aujourd'hui, à se faire entendre, à offrir finalement une alternative, une offre alternative à ce qui se passe finalement, qui illustre bien l'enjeu et finalement la chance du gouvernement actuel et du pouvoir. C'est-à-dire que l'opposition est quasiment inaudible et donc les syndicats se retrouvent un peu dans leur sphère, un peu isolés, incapables de faire... oui, et donc l'enjeu, c'est de traduire politiquement ce qui est en train de se jouer socialement. Alors, on va faire un point sur ce qui nous attend dans les jours qui viennent. Donc, on l'a dit, les salariés de Carrefour, on vous a préparé un petit calendrier. Ils sont loin d'être les seuls. Lundi, vous savez que la grève débute à 19h à la SNCF. On va y revenir longuement et vous dire ce qui vous attend. Mardi, Air France, la collecte des déchets. Mercredi, on est toujours à la SNCF. Samedi prochain, à nouveau Air France. Il y aura d'ailleurs aussi la SNCF. Dimanche 8 avril. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean Massier? Est-ce que le pays peut s'embraser ou pas? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors effectivement, la coagulation des colères n'a jamais donné des mots d'ordre communs qui ont permis de durer. Ceci étant, c'est un risque non négligeable pour le gouvernement qui fait face là probablement à son premier printemps social et à une première épreuve de force. Si on prend un petit peu de recul sur ce qui s'est passé depuis le début du quinquennat, on se rappelle de la rentrée scolaire dernière, en septembre-octobre, où l'opposition, notamment Jean-Luc Mélenchon et les Insoumis, promettaient de retourner le pays contre les ordonnances travail. Ça a été un échec, cette mobilisation-là, et peut-être que le gouvernement a péché par orgueil en se disant que si ça a échoué la dernière fois, ça va rééchouer ce coup-ci. Il a mis le couvercle sur la contestation. Oui, il s'est dit, la dernière fois, ils nous ont fait le coup de la contestation de rue, ça n'a pas marché. Là, ce coup-ci, il n'y a pas de raison que ça marche mieux. Et c'est vrai, il faut reconnaître que c'est aussi un défi phénoménal pour les organisations de gauche, ce qui est en train de se passer. Parce qu'elles sont-elles prêtes, elles, à coaguler ces grognes avec des mots d'ordre communs? La France Insoumise est quand même sortie assez affaiblie de la dernière présidentielle et des dernières législatives. Le Parti Socialiste est à peine en train de se reconstruire. On est un peu à la croisée des chemins pour le gouvernement, mais aussi pour les partis d'opposition, dont c'est effectivement le rôle de porter cette grogne au Parlement. Olivier Gracia, est-ce que objectivement cette colère est justifiée ou pas? Je ne vous demande pas votre avis sur... Mais simplement, est-ce que, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, on a beaucoup dit, les Français ils attendent des résultats, etc. Est-ce que là, effectivement, on peut comprendre qu'il y a un certain nombre de colères qui s'expriment? On peut le comprendre, mais pour revenir aussi sur la question précédente, pour la convergence des luttes, il est vrai qu'avant d'avoir une convergence des luttes sociales, il faut une convergence des élites politiques de gauche, de telle façon à pouvoir mener une cohérence dans les manifestations. Et aujourd'hui, en l'état, vous avez raison, c'est des phénomènes localisés, micro-localisés, qui n'ont pas forcément les mêmes revendications. Donc pour atteindre un mouvement de révolte sociale, comme c'est le cas en 68, qui est quand même l'alliance d'un côté entre les étudiants et les ouvriers, ce qui a mené à une manifestation sociale de grande ampleur, c'est pas encore le cas aujourd'hui. Et Mélenchon aimerait, lui, en tous les cas, et la France Insoumise, revendiquer le leadership sur ces manifestations, mais c'est pas encore le cas. Et Macron joue de ces divisions pour espérer que cela s'essouffle aussi. Mais des mécontentements populaires ne suffisent pas pour créer un mouvement à la mai 68, où d'ailleurs les contestations étaient très différentes, pour le coup. Les revendications étaient... C'est nécessaire, pas suffisant, même en 89, pour revenir encore plus loin à la Révolution française, en effet, il y a un effort de concertation qui est fait par les élites bourgeoises de l'époque pour mener à bien les différents mouvements et révoltes pour mener à un résultat commun. Et c'est les élites aussi, c'est de manière politique qui mènent à la convergence des luttes. C'est pas seulement un mouvement spontané du peuple. Il y a toujours derrière, quand même, vous le savez, notamment même pour le cas de la Révolution bolchevique en 1917, il y a toujours, à ce moment-là, c'est toujours tenu par des partis et des élites. Quand je disais tout à l'heure, vous allez me donner votre avis, c'est sans doute la semaine la plus délicate qui s'ouvre
depuis longtemps, voire depuis le début du quinquennat. J'ai tort quand je dis ça, Laurent Non, Carole, mais vous avez Roland forcément Carole raison, puisqu'il s'était à peu près rien passé depuis le début du quinquennat sur le plan social. Et donc on a le sentiment que... Il y a eu une beaucoup grève de- le 22 mars. Hein, Non, mais il y a des grèves de temps en temps, ici ou là. Mais bon, il n'y a pas eu de quoi alimenter la chronique, quoi. Il n'y avait pas de risque pour le gouvernement chaque fois. Et on a le sentiment que chez beaucoup d'observateurs politiques, ou d'acteurs politiques, il y a un peu le sentiment qu'on commence à s'ennuyer. Quand est-ce que le film commence? Ah oui. Et donc on est à la recherche de tous les éléments qui pourraient dire ce coup-ci, ils vont être en difficulté. Alors encore une fois, ça va peut-être venir. Mais pour le moment, je vois ce que j'entends dans les médias sur l'université, par exemple. Oui. Il se passe à peu près rien dans l'université. Ce sont C'est vrai qu'on quelques dit beaucoup universités. attention. Non mais je sais Oui, bien, oui. je sais bien, encore une fois, il suffit d'une étincelle, attendons. Mais pour le moment, il ne faut pas non plus sans arrêt faire de ces mouvements plus qu'ils ne sont. C'est quelques universités dans lesquelles il y a des mouvements très minoritaires et sur lesquels même les syndicats étudiants, les deux principaux syndicats étudiants, dénoncent plutôt ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, tout peut arriver, il peut y avoir des erreurs, comme il y en a eu à Montpellier, même des provocations. Mais enfin, sauf provocation et sauf erreur de gestion grave de ces crises, elles ne sont pas annonciatrices d'un mouvement d'ampleur, à un moment en plus où il y a les partiels et où, voilà, c'est pas très facile à organiser. À Tolbiac, il y a 200 à 300 étudiants qui occupent la Eh bien, FARC, alors, selon les et syndicats. à Toulouse, où c'est un sport régional qui existe tous les ans. Donc attention, c'est pas parce que Alors, Tolbiac vous et dites- Toulouse sont un petit peu en effervescence que ça annonce un soulèvement étudiant. Je Voilà. comprends ce que vous dites, Roland, C'est mais tout ce que il je va veux y dire. avoir quand même pour les Français qui nous regardent des moments compliqués à passer, notamment pour ceux qui se déplacent avec le train. Ça, c'est vrai. Bien entendu, la SNCF, on va faire le point. Il y a La la SNCF. il y a la SNCF et puis il y a le pouvoir d'achat en général. Oui, alors sur la, on va Il y a une s'arrêter sur la revendication SNCF. des Français qui est revenue même un tout petit peu au-dessus du chômage. Pour la première fois, depuis un mois, les Français ont le sentiment que, justement parce que ça a l'air d'aller plutôt bien depuis que Macron est là, que l'espoir revient, que les clignotants économiques sont au vert, ils disent « Oui, mais alors quand est-ce que nous, on en a un peu les résultats financiers ?» Et donc là, c'est vrai qu'il y a une revendication de pouvoir d'achat qui est remonté au premier rang des préoccupations des Français. Sachant que parallèlement, c'est peut-être l'un des points faibles de la politique gouvernementale. Il y a eu le couac de la CSG, de ses effets ressentis, notamment pour une catégorie importante, qui est celle des retraités. Absolument. Là, peut-être que ça va effectivement se jouer autour de... Mais on avait sur le pouvoir entendu d'achat. justement les retraités au début de l'année, etc. Et puis c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Baptiste. Ça s'est légèrement Finalement, essoufflé à ce moment-là. ça Non, s'est un peu je essoufflé. suis d'accord. Autant j'entends l'appel à la sagesse de Roland Carole sur effectivement, on peut pas dire que on est au début d'un printemps social dur. Il y a quand même des signaux faibles qui montrent que la grogne est puissante, qu'elle est profonde, qu'elle vient de loin et qu'elle n'est pas simplement en train de se coaguler sur des choses de l'instant présent. La mobilisation du 22 mars a été une réussite du point de vue des organisateurs de cette mobilisation. Et je pense que le gouvernement... Déjà parce qu'ils ont réussi à parler d'une seule voix. C'était déjà pas rien. Ah C'était ouais. déjà pas rien. Et encore une fois, c'est vrai qu'Emmanuel Macron joue de la division. Emmanuel Macron a besoin d'une division de l'opposition. C'est nécessaire pour lui. Compte tenu de la faiblesse de son dispositif gouvernemental, il a besoin de ça. Et là, le 22 mars, il a été, je pense, un peu surpris dans le mauvais sens du terme. Juste pour revenir en deux mots sur le pouvoir d'achat, on parlait tout à l'heure de cause commune et de revendication commune. Est-ce que Olivier Grassia, ça peut être ça, finalement, la revendication commune qui ferait descendre tous les Français dans la rue en disant il est où mon pouvoir d'achat ? Ça peut être cela, mais ça peut être aussi autre chose. Mais une fois de plus, j'ai toujours du mal à croire au mouvement spontané des groupes et de la convergence des luttes. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on assiste en France, lors de ce quinquennat, à un grand mouvement social, voire à une révolte populaire. De là à parler de révolution, c'est quand même un pas risqué, même si elle est toujours possible et envisageable dans le contexte économique dans lequel on est. Mais il faut voir aussi que, vous avez raison, l'économie, grâce à Macron, revient également dans le vert. En effet, la difficulté, c'est que les gens ne voient pas les résultats directs pour eux. Les entrepreneurs peuvent le voir, d'autres personnes à d'autres niveaux peuvent le voir, mais les gens qui sont le plus touchés par la crise et la mondialisation ne ressentent pas encore les effets. Donc peut-être se créer un moment cette dichotomie, cette opposition, distorsion entre d'un côté les bénéfices qui profitent à une certaine population et finalement le peuple et les personnes qui sont le plus dans la souffrance sociale, qui ne vont pas en voir les résultats et qui malheureusement, elles, pourraient se retourner contre Macron et ce qu'ils appelleraient finalement le corps bourgeois.
Alors, on va s'arrêter sur la SNCF, si vous le voulez bien, puisqu'évidemment, un certain nombre d'entre vous qui nous regardez avaient besoin du train. Alors, il y a le week-end de Pâques, évidemment, mais pas que. Il y a des gens qui prennent le train pour aller travailler, notamment. Qu'est-ce qui nous attend précisément? On avait beaucoup dit que cette grève commencerait mardi. Eh bien, la grève commencera un petit peu plus tôt que prévu. On voit tout ça avec Bastien Auger. Dans cette gare, les voyageurs le savent déjà, le retour du week-end de Pâques s'annonce compliqué. Je reprends un train lundi soir à 19h. Et il paraît que la grève commence à 19h. Le mardi matin, je dois travailler très tôt, et donc à voir en fonction de la SNCF et des dégâts, quoi. Je ne vais pas avoir de plan B, mis à part après prendre des bus, mais bon, je pense que je vais être obligée une fois de plus de poser une journée pour pouvoir rentrer. La SNCF prévient, peu de trains rouleront à partir de 19h lundi. Alors, avant même d'avoir les prévisions du trafic attendues demain, les voyageurs s'organisent. Certains avaient même prévu les pires scénarios. J'ai préféré prendre le bus parce que je craignais qu'il y ait une grève le jour de mon départ. Il y a aussi le covoiturage, choisi par Myriam pour aller au travail. Un petit message à ma conductrice. Dans les locaux de cette plateforme, on sent déjà les effets de la grève. On a plus 60% de réservations prévues pour mardi. Autre possibilité, avancer votre voyage en train. La SNCF annonce que tous les billets pourront être échangés ou remboursés gratuitement, même si votre réservation indique le contraire. Manifestement, ça va être très gros. Le pays bloqué, c'est la seule solution? Tout l'enjeu, en tout cas, c'est la question de l'opinion publique. Tout ce qui est en train de se jouer, là, c'est l'opinion publique. Le gouvernement a besoin que l'opinion publique se retourne contre les grévistes. C'est les appels du pied qui sont faits par Édouard Philippe depuis plusieurs semaines pour rappeler que ceux qui ont déjà un statut, ça ne changera rien pour eux. En gros, ceux qui grognent, en réalité, ils ne vont pas être impactés par mes réformes, etc. Et de l'autre côté, on en revient effectivement aux élites de gauche qui, elles, essayent de révolter les Français contre les réformes. On a entendu les appels notamment d'Olivier Besancenot, qui est revenu sur la scène publique à l'occasion de cette grève de la SNCF. Et donc voilà, on sent bien, et c'est extrêmement intéressant de voir que là, le gouvernement joue très gros, les opposants aussi au gouvernement jouent très gros sur de quel bord va pencher l'opinion publique. Est-ce qu'ils vont se sentir solidaires des grévistes en disant « oui, bah eux aussi ils trient, mais moi aussi mon pouvoir d'achat c'est quand même vachement compliqué » ou est-ce qu'ils vont se sentir proches du gouvernement en disant bah, « il est temps que ça change, il y en a ras-le-bol de ces grèves à répétition dans ce pays ». C'est tout l'enjeu de ce qui va se jouer dans les semaines qui viennent. Unique Labli. Le président Macron joue gros aussi. Il y a notamment cette image du président des riches qui risque de se nouer, de se cristalliser autour des différents pôles de tension sociale qui naissent ou qui se développent. Et parce que cette image, finalement, elle est entretenue finalement par ceux qui incarnent le rapport de force avec lesquels il a décidé de s'engager. Les cheminots, les retraités. C'est pas la France d'en haut, c'est a priori les catégories plutôt inférieures, socialement parlant. Et on ne voit pas là, du côté gouvernemental, du côté de l'exécutif en général, de porte de sortie pour précisément essayer de renverser cette image, finalement, d'un président qui croit dans la théorie du ruissellement, même s'il n'assume pas le discours, mais on a cette idée suivant laquelle, finalement, il est possible de faire profiter à tous l'amélioration économique dont bénéficient ceux qui sont plutôt en haut de la hiérarchie sociale. On en reparlera tout à l'heure, justement, de comment Emmanuel Macron peut renverser la vapeur. D'abord, je voudrais vous faire écouter le président de la Fédération des usagers qui était avec nous sur LCI ce matin et qui nous a expliqué que ce calendrier de 2 jours de grève par semaine, finalement, ça sera sans doute un peu plus dur que ça. Écoutez-le. La grève s'annonce dure, les retours de week-end vont être difficiles et il y a, pour être objectif, pas beaucoup de solutions. Il ne faut pas croire que le covoiturage ou les autocars peuvent se substituer à un transport de masse. Donc les usagers vont être en galère dès lundi soir et surtout mardi et mercredi et même sans doute après parce que le retour de grève est toujours quelque chose de difficile. Donc je prévois des difficultés aussi jeudi et vendredi. Je trouve que l'organisation même de cette grève en 2+3 ou en 3+2 ou 4+1 rajoute une super galère sur la galère ordinaire. Alors la super galère sur la galère, on va revoir le calendrier de ce qui est prévu jusqu'à fin juin. Donc on l'a dit, 2 jours par semaine. Roland Quérol, quand on regarde, mardi, mercredi prochain, ça ne sera pas revenu à la normale ni jeudi, ni même vendredi, nous dit le président de la Fédé des Transports. Et puis on est en grève le dimanche, donc en fait ça va commencer à être la galère à partir du samedi. Oui, je trouve que le dirigeant syndical, je ne sais pas qui c'est qui a eu cette idée de la grève 2 jours par semaine. C'est pas la CGT en tout cas, ça on le sait. Oui, alors, je sais que c'est quelqu'un parmi les dirigeants syndicaux qui l'a vendu à ses camarades, mais c'est une idée géniale. C'est ça qui met tout le monde dans la crainte. Bien sûr, les usagers,
Mais le gouvernement, on ne sait pas comment traiter ça parce que ça n'est jamais arrivé. Et donc, il n'y a pas d'exemple qui permette de dire voilà comment on gère bien ça. Et donc, pour le moment, ce que fait le gouvernement, c'est essayer de ménager en effet l'opinion publique et de ménager aussi le plus possible l'état actuel du personnel de la SNCF en lâchant des choses. Quand même, en une semaine, la ministre des Transports, Madame Borne, qui ne veut pas qu'on l'appelle Borné, nous a expliqué qu'il y aurait des négociations, qui est un mot qu'elle refusait d'employer jusqu'à maintenant, c'était un signe comme un autre, qu'il n'y aurait pas d'ordonnance pour régler le problème de la SNCF, alors que ça avait été annoncé au plus haut niveau de l'État. Bon, on renonce à ça. Les ordonnances, ça fait dans le mouvement social, ça fait toujours circuler, il n'y a rien à voir. On ne dit pas à la SNCF, parce qu'on ne circule pas dans ces cas-là. Mais enfin, et il y a eu comme ça un certain nombre de retraits gouvernementaux, je ne veux pas en faire la chronique, qui ont montré qu'il est dans un état d'esprit pour la SNCF, parce que c'est ça le pire. Il y a deux choses qui font peur à un gouvernement, quel qu'il soit, c'est les étudiants et la SNCF. Et alors, s'ils sont ensemble, c'est l'enfer à gérer. Bon, la SNCF, il ne faut pas que ça parte trop loin. Et pour l'opinion publique, l'avantage qu'il y a cette année, l'inconvénient, c'est l'histoire de la grève de 2-3 jours par semaine. Oui. L'avantage, c'est qu'on n'est plus dans l'état de faveur pour la SNCF et pour les cheminots qui existaient dans l'opinion publique il y a encore 10 ou 15 ans. L'image de la SNCF, c'est... Non, effondrée serait dégradée. Mais fortement dégradée. Oui. Lorsque le président de la République dit ça c'est mal géré, ça marche mal, quand ça marche, ça arrive en retard, etc. C'est aujourd'hui ce que disent les Français. Et donc, on n'est pas dans la situation de 95, où il y avait les bons petits gars qui travaillaient à la SNCF et l'entreprise formidable du TGV qui fait rêver tout le monde. On n'est plus là. Donc, on peut, si on le joue pas mal, hein, c'est ça l'idée du gouvernement, et si on cède tout de même des choses, ils ont commencé à céder, eh ben, ça peut peut-être se gérer. Alors, la question, Belling Nabli, juste avant de s'interrompre pour quelques minutes pour la pub, c'est est-ce que, compte tenu du calendrier de ce qu'on vient de voir là, avec donc des grèves qui commencent un peu avant et qui se terminent un peu après, est-ce que ça peut tenir longtemps ? Je veux dire, est-ce que la SNCF, même la SNCF elle-même, l'entreprise SNCF, peut tenir longtemps sur ce calendrier ? Ça permet en tous les cas de rappeler la raison d'être d'une grève. Vous avez parlé de galère. Une grève, c'est fait pour produire de la galère. Il faut qu'elle puisse créer des effets. Et ça, on l'a oublié. Rappelez-vous cette phrase de Nicolas Sarkozy, président de la République, qui disait « Ils manifestent, ils font grève, qui s'en rend encore compte ?» Et précisément là, on vit peut-être une séquence où, pour la première fois depuis très longtemps, on va se rendre compte de l'effet que peut représenter cet instrument de rapport de force dont disposent les salariés et les fonctionnaires et dont finalement le monde syndical n'avait plus réussi à faire la démonstration de l'efficacité. Peut-être que cette stratégie-là, dont vous avez rappelé l'ingéniosité, va précisément revaloriser la grève comme instrument de rapport de force politique. Jean Massier, rapidement, juste en quelques secondes, ça peut être la semaine décisive, c'est-à-dire que ça peut être l'unique et seule semaine. Non, il va falloir qu'on attende un peu de voir comment les choses s'organisent, il va falloir voir le taux de grévistes, il va falloir voir le taux de galère, si je puis me permettre cette expression, voir comment les Français réagissent, voir aussi cette fameuse opinion publique, qu'est-ce qu'elle en dit. Je pense que tout le monde, du côté des centrales syndicales comme du côté du gouvernement, va attendre que les instituts de sondage nous en disent un peu plus. Et si je reviens sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure, est-ce que tout paralyser c'est la seule solution ? Malheureusement, oui, pour les opposants au gouvernement. C'est un peu le drame de notre système politique qui rend impossible l'opposition au gouvernement autrement qu'en organisant des blocages massifs. Bien, on va s'interrompre quelques minutes si vous le voulez bien. On revient, on continue à parler de cette actualité et puis on parlera justement des solutions éventuelles ou pas pour Emmanuel Macron. Vous verrez, on vous a préparé un petit sujet sur les précédents justement. À tout de suite. Votre programme ? De retour sur le plateau de 24 heures week-end, l'info en question. On a longuement parlé en première partie des grèves qui nous attendent concrètement, des difficultés que nous pourrions, nous, usagers ou clients, rencontrer. Plaçons-nous à présent du côté de la politique. Les grévistes ont des revendications assez claires, peut-être légitimes. En tout cas, on va écouter 3 hommes, Olivier Besancenot, Benoît Hamon et Éric Coquerel.
Il faut infliger une défaite à ce gouvernement. Il aime l'inégalité. Et ben on va lui montrer qu'on a la passion de l'égalité en France, qu'on n'acceptera pas qu'au nom de cette politique-là, il y ait autant d'injustices qui se créent dans les territoires. On voit qu'aujourd'hui, ils vont faire des effets de communication pour diluer dans le temps certaines annonces. C'est la preuve qu'il est mal à l'aise. C'est la preuve qu'un gouvernement mis sous la pression, il va chercher à dégoupiller un maximum de fronts sociaux. Donc de notre côté, ça veut dire que c'est l'occasion d'y aller. Avec la sélection à l'entrée de l'université, avec les cheminots, Emmanuel Macron consciemment attaque des secteurs qui jusqu'à maintenant dans le pays ont réussi à s'opposer au néolibéralisme. Donc il veut que ça passe, à nous de faire en sorte que ça casse pour lui. Voilà, des grèves qui a priori promettent de durer. Ça n'est évidemment pas la première fois dans notre pays. C'est là Bougriou va revenir pour nous quelques années en arrière. Regardez. « 1995. La France n'avait pas connu un mouvement social si important depuis mai 68. Des centaines de milliers de manifestants battent le pavé. Dans leur collimateur, le plan Juppé et sa profonde réforme de la protection sociale. Le mot d'ordre, tous ensemble. Face au slogan, Alain Juppé donne de la voix. Reste droit dans mes bottes et je ferai mon travail. Ça, c'est au début, mais les grèves s'étalent sur 3 semaines. Le Premier ministre convoque alors un sommet social à Matignon. Au final, il cède. Alain Juppé ne touchera pas à l'âge de départ à la retraite. 2006, c'est au tour de Dominique de Villepin de se frotter à la gronde sociale. Le Premier ministre de Jacques Chirac veut faire reculer le chômage des jeunes. Nous devons sortir de cette situation dans laquelle tout ce qui est court est précaire et pour les jeunes, tout ce qui est long est stable. Réponse dans la rue. Une manifestation historique rassemble entre 1 et 3 millions de personnes. Dans les rangs, étudiants et jeunes actifs, salariés du secteur public et du secteur privé. J'écoute ceux qui manifestent, mais j'écoute aussi ceux qui ne manifestent pas. On peut faire croire aux Français que la sécurité, c'est de ne pas changer. Mais la vérité, c'est que la sécurité pour les Français, dans l'emploi, elle passe par des changements. D'abord, le chef du gouvernement se montre lui aussi droit dans ses bottes. Mais là encore, la rue aura raison de sa détermination. On fait un constat. Le président de la République, le gouvernement, la majorité. Ce constat, c'est que nous sommes dans une situation de blocage. Face à une situation de blocage, quelle est la première responsabilité d'un gouvernement? C'est de trouver les moyens d'en sortir. Presque 10 ans après, le CPE place à de nouvelles manifestations. Cette fois contre la loi travail portée par Myriam El Khomri. Les défilés sont moins importants qu'auparavant, mais le conflit dure et surtout, les manifestations sont émaillées de violence. Dégradation, tensions entre forces de l'ordre et manifestants font la une de l'actualité. Disons-le, il y a eu un manque d'explication. Mais nous sommes convaincus que nous pouvons construire une réforme réussie, fruit d'un compromis intelligent et efficace. Manuel Valls présente une nouvelle copie de la réforme. Cette fois, le texte n'est pas retiré, mais le gouvernement a cédé sur de nombreux points. Garcia, qu'est-ce qui fait que parfois la rue arrive à faire reculer la politique ? Elle peut la faire reculer, parfois elle peut me faire tomber des systèmes de gouvernement, donc ça peut arriver. Elle l'a fait reculer auparavant, il est vrai, mais pour le cas précis d'Emmanuel Macron, j'ai l'intime conviction, comme tout le monde ici, qu'il ne lâchera rien. Mais absolument rien. Au-delà de ça, pardon, je vous interromps, mais le critère, c'est quoi? C'est la violence, comme on l'a vu tout à l'heure pour les manifestations contre la loi El Khomri. S'il y a des violences, s'il y a un mort, c'était l'un d'entre vous le disait tout à l'heure, ça peut les violences faire changer peuvent les choses. En effet changer la donne. Ça peut arriver que les violences changent la donne. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'Emmanuel Valls disait juste après, on a peut-être mal expliqué le projet de loi travail, on a peut-être dû mieux s'exprimer là-dessus. La violence peut évidemment changer les choses, mais la violence n'est pas non plus un moteur pour inciter au changement et inciter à l'effondrement d'une réforme. Et le nombre de personnes dans la rue, ça joue? Ça joue, mais par exemple, ça n'avait pas joué pour le cas du mariage pour tous. La Manif pour tous avait mobilisé des centaines de milliers de personnes et pour autant, la loi était passée. Donc le nombre n'est pas parfois suffisant pour faire tomber une réforme non plus. Alors, Roland Quérol, en théorie ou même officiellement d'ailleurs, pas de réaction de l'Élysée pour le moment sur ces contestations. C'est une stratégie ?
Oui, pour le moment, faut attendre, faut un petit peu donner du temps au mouvement social de s'installer, de se mesurer lui-même et de voir quelle marge on a à la négociation. Moi, je dirais, en tout cas, laisser 2-3 semaines de maturation, ce qui n'empêchera pas le gouvernement, mais pas au niveau du président de la République, d'avoir des contacts directs avec les grandes organisations syndicales pour commencer à voir où il y aurait, comme disait un ancien leader syndical, du grain à moudre. Mais c'est le cas, ça, parce que moi j'avais un invité ce matin qui me disait, du temps de Sarkozy, il y avait Raymond Soubi qui était en relation directe avec les organisations syndicales, et lui il me disait, eh bien, le problème de Macron, c'est qu'il n'a pas ce lien direct. Il n'y a pas de Raymond Soubi, mais il y a tout de même des ministres et des conseillers de ces ministres qui connaissent très bien les numéros de téléphone privés des dirigeants des grandes organisations syndicales et qui s'en servent. Notamment Muriel Pénicaud, par exemple. Notamment, oui. Et aussi Madame Borne, et aussi, voire même Matignon. Donc, ça existe. Le problème, c'est qu'il faut que les uns et les autres mesurent quel est le rapport de force. Notamment, vous parliez du nombre de gens dans la rue ou du nombre de gens en grève. C'est une autre variable qu'on prend en compte. Quel pourcentage des gens à la SNCF vont réellement être en grève? Et puis, il y a une troisième donnée qui est plus importante encore, c'est que disent les sondages. Dans un pays de 67 millions d'habitants, il ne suffit pas qu'il y en ait 2 millions dans la rue pour que ça remporte le morceau. Il faut qu'on ait le sentiment que ces 2 millions-là, ils impressionnent suffisamment l'ensemble de l'opinion publique pour que le cas soit devenu ingérable et qu'on soit forcé de céder un peu plus. Donc c'est tout ça qu'il faut mesurer en même temps. Mais prenons un exemple. Quand la ministre des Transports a commencé à avancer sur le thème s'il y a ouverture à la concurrence de certaines lignes de réseau ferré, les gens qui sont dans le statut SNCF pourront se voir reconnaître les droits qu'ils ont acquis en étant à la SNCF. Oui. Ça, c'est une avancée très importante par rapport aux revendications des syndicats de cheminots. Mais ils disent c'est pas vrai. C'est pas vrai ce qu'ils nous disent là, c'est pas garanti, et il nous faut des garanties. Voilà, on peut par exemple, sur ce dossier-là, on pourrait en prendre 25, dire, alors, on va discuter de quelle garantie il vous faut pour croire que ça veut dire que la technique, c'est de laisser la contestation s'installer, j'ai entendu ce que vous dites, mais de se garder des cartouches, en fait. Absolument. Béling Nabli. Il y a cette dimension, incontestablement, mais la question du rapport de force ne peut pas se jauger seulement à travers les questions des manifestations et des grèves. Encore une fois, dans le contexte d'une démocratie d'opinion, c'est effectivement les arguments des uns et des autres, arguments contre arguments, qui vont aussi permettre de dégager une majorité dans l'opinion. Et cet enjeu-là, il n'est pas encore joué. Il n'est pas encore joué. Et c'est là où le politique et l'opposition parlementaire en particulier ont un rôle très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la confrontation va avoir pour cadre le Parlement et l'Assemblée nationale en particulier. Oui. Je ne pense pas qu'aux questions au gouvernement, mais puisque les ordonnances seraient abandonnées, finalement, il y aura un débat législatif. Et le débat législatif permettra finalement de catalyser la confrontation et la confrontation des arguments autour de cette réforme. Et derrière, même si d'un point de vue partisan, d'un point de vue politique, les lignes ne vont pas bouger, c'est l'opinion qu'il faudra convaincre, pour l'exécutif comme pour l'opposition. Mais du point de vue du gouvernement, avec cette stratégie, puisque Roland disait que c'était une stratégie en gros, comme si de rien n'était, on laisse la chose s'installer, on voit après, on prend acte et pour l'instant c'est tout. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de paraître arrogant ou de paraître trop naïf ou de se voir plus fort qu'on ne l'est voilà. C'est une manière aussi de laisser finalement les adversaires montrer de quoi ils sont capables. Oui. Et de quoi ils sont capables, parce que finalement la balle elle est dans leur camp. Donc dans le camp aujourd'hui, non pas de l'opposition parlementaire encore, mais dans le camp des syndicats. Et eux-mêmes sont en train de se compter, sont en train de s'organiser, de définir une stratégie. Ça se dessine quand même. Il y a une stratégie relativement cohérente, notamment à travers finalement la forme que prend la grève. Et donc, et si c'est une fois que tout cela sera relativement bien disposé, que le gouvernement pourra à son tour réagir et utiliser, pourquoi pas, cette marge qui s'est laissée. Nous, on ne la connaît pas parce qu'elle n'est pas sur la table et c'est assez normal. Mais à un moment donné, il va montrer aussi les cartes qu'il est disposé à mettre sur la table. Ça peut être quoi, ces cartes, Jean Massier ?
Les cartes, il peut y en avoir beaucoup. Dans des cas de négociation, surtout comme on en parlait tout à l'heure, dans le cas d'une coagulation de différentes luttes, ça peut être lâcher des dossiers entiers sur le financement des EHPAD, ça peut être de revenir sur des réformes des universités, une organisation de Parcoursup, ça peut être des choses assez spectaculaires comme ça qui montrent qu'on a entendu. Mais ça peut aussi être un autre type de cartouche assez intéressant qui est ce que devrait dégainer Emmanuel Macron mercredi prochain, on l'a appris aujourd'hui, c'est la réforme institutionnelle. Peut-être qu'Emmanuel Macron va profiter de ce début de printemps social pour essayer de reprendre la main de la grogne des Français en disant mais suivez-moi, je vais vous emmener vers une forme de 5e République renouvelée pour mieux entendre votre mécontentement et pour essayer de jouer la division médiatique en disant arrêtons de parler de ces grèves, ça m'arrange pas beaucoup, parlons plutôt de mes propositions. On détourne l'attention, quoi. Détourner un petit peu l'attention et proposer à l'opinion publique venez avec moi, suivez-moi, je vous emmène dans une réforme. Pardon, mais détourner l'attention quand on est français et qu'on galère pour aller prendre son train. Il a beau essayer de détourner l'attention sur la réforme institutionnelle, Emmanuel Macron, je galère toujours pour prendre mon train le matin. Donc... C'est effectivement toute la difficulté d'un mouvement social. Il a peu de cartouches en réalité. Il en a relativement peu pour agir directement contre les effets premiers de la grève qui sont effectivement la montée de cette grogne. Mais j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quand même l'opinion publique qui dira si cette grève est un succès ou pas. Et ensuite, effectivement, le relais de l'opinion publique au Parlement qui permettra ou pas de négocier des sorties de crise. On scrute les sondages, Roland, en ce moment à l'Élysée ? On le fait tout le temps. Il est toujours de bon temps de dire qu'on ne les regarde pas, qu'on est au-dessus de tout ça. Mais évidemment, on est en permanence l'œil rivé dessus. Et là, ça va être très important de voir non seulement les sondages tout de suite, là, dans la semaine qui vient, mais l'évolution. C'est comme quand vous disiez le nombre de personnes dans la rue ou le nombre de grévistes. Plus encore que leur nombre, à un moment donné, c'est l'évolution. S'il y a de plus en plus de monde dans la rue, de plus en plus de grévistes, et que de surcroît, les sondages sont de moins en moins bons, alors là, il faut vraiment aller vite pour trouver une sortie de crise. Mais en général, et dans les luttes sociales de ces dernières années, on a plutôt eu des mouvements dans l'autre sens. Et oui, Olivier Garcia, vous en pensez quoi, vous ? Je ne pense pas que Macron soit tant rivé que ça sur les sondages. Je pense qu'il a un programme... Pas plus que les autres, non. Pas plus que les autres. Non, mais en ce moment, quand même, peut-être un petit peu plus, non ? Je ne pense pas spécialement. Je pense qu'il a un programme qu'il entend mener à bien. Il s'est fait élire pour une seule raison, c'est mener les réformes que ses prédécesseurs n'ont pas eu le courage de mener, que ce soit Jacques Chirac, Sarkozy ou François Hollande. Il s'est fait élire pour cette raison, pour une raison d'efficacité. Macron n'a pas cet amour fou de la démocratie que pouvaient l'avoir certains de ses prédécesseurs, à savoir qu'il n'aime pas le temps du Parlement. Pour lui, c'est un temps qui est long. Il est quand même envahi par une dimension bureaucratique et technocratique. Il a la confiance de la haute administration et la conscience que pour mener ces réformes, il n'a qu'une foi, c'est celle dans l'administration. Et d'ailleurs, toute la loi institutionnelle qui prévoit, notamment réduire le nombre de parlementaires, trahit sa pensée finalement qui n'est pas si démocratique que ça, dans le sens où la conscience que ça dépend de lui, de son gouvernement, mais pas tellement finalement du Parlement. Eh oui, mais les Français sont comme ça. Il va falloir qu'il fasse avec, quand même, le chef de l'État, pour le coup. Mais il s'est fait élire aussi là-dessus. Donc, mais il dit que l'opinion est prête, d'ailleurs. Il a raison ou pas ? Je pense qu'il a partiellement raison sur le fait que la République a besoin d'être dépoussiérée. Les Français ont toujours grogné contre le nombre de parlementaires, ils ont toujours grogné contre les privilèges des parlementaires, contre les privilèges en général. Et d'ailleurs, le cas des cheminots est analysé par Macron et son gouvernement comme des privilèges parmi d'autres, et Macron veut abattre ces privilèges. Je suis moins sûr que son élection est liée ou due à son programme qu'à la manière dont il a promis de réaliser son programme, à savoir finalement, voilà, il a affiché un volontarisme politique. Oui, mais là, les Français disent bon, très bien. Exactement. Vous avez vu pour ça, mais... C'est peut-être plus ça qui est important pour lui, c'est-à-dire le fait de démontrer, de faire la démonstration de sa capacité à agir et à agir efficacement, que de réaliser fondamentalement la réforme. C'est-à-dire, ce qu'il restera finalement de la réforme est moins importante que de réaliser la réforme ou une réforme. Et c'est en cela qu'il ne pourra pas sortir de cette séquence en n'ayant rien changé à la situation. C'est impossible parce que ça serait finalement un aveu très tôt dans son quinquennat d'une forme d'impuissance. Or, il a été élu sur une promesse pas de puissance politique, mais d'action ou du retour du volontarisme politique. Il ne peut pas reculer de façon claire sur des dossiers centraux et symboliques, mais alors du coup, sa marge de manœuvre à lui, c'est quoi ? On disait tout à l'heure, alors vous disiez la réforme constitutionnelle... c'est exactement ça, c'est de lâcher du lest quand il faut, mais en donnant le sentiment que sur l'essentiel, la réforme est passée.
Et jusqu'à maintenant, vous n'avez pas le sentiment d'un Macron faisant preuve de faiblesse. Ce n'est pas le sentiment qu'on a aujourd'hui dans l'opinion. Aucun sondage ne montre ça. Donc jusqu'à maintenant, il gère correctement. Et il faut qu'il garde ça. Il faut qu'il garde la possibilité. Encore une fois, j'ai rappelé qu'ils ont cédé beaucoup de choses. J'aurais pu dire aussi que la SNCF, on garantit qu'elle restera une entreprise publique. Enfin, il y a eu plein de réaffirmations qui n'étaient pas évidentes. On va écouter Elisabeth Borne, si vous voulez bien, parce que vous l'avez cité tout à l'heure, la ministre des Transports, justement sur cette histoire d'ordonnance. Écoutez-la. J'avais dit que c'est la concertation qui allait permettre d'écrire le contenu du texte de loi. Cet engagement, je le tiens. Le gouvernement va donc déposer des amendements traduisant le bilan des concertations, donc des amendements au projet de loi d'habilitation. Et donc, cette partie sur l'ouverture à la concurrence ne se fera pas par ordonnance. Jean Massier, je vais peut-être être un tout petit peu de mauvaise foi, mais c'était, j'allais dire scénarisé. Le mot est fort, mais c'était prévu ça ? C'était dans le pitch de départ ? Ouais. C'était une option ? Entre nous, ça fait partie des choses que les cabinets ministériels se gardent de côté comme soupape de sortie au cas où ça commence à mal se passer, au moment où le texte arrive à peine dans les tuyaux de l'Assemblée. On se garde ce type de processus de sortie, c'est absolument nécessaire. Quand vous étiez au cabinet de Marisol Touraine, vous disiez, bon, ok, on prépare tel projet, non, et puis là, on pourra lâcher là, c'est ça? C'est pas exactement comme ça que ça fonctionne, mais effectivement, il y a plusieurs versions d'un texte qui circulent. Il y a des scénarios, catastrophes, il y a des scénarios où tout se passe bien, et ça fonctionne comme ça. Et on a vu des textes au fur et à mesure évoluer en fonction de l'ambiance plus parlementaire que la contestation sociale. Mais sur le fond, effectivement, et c'est ça qui reste le symbole fort, celui qui joue sur l'opinion, c'est est-ce qu'à la fin on a réussi à faire la réforme ou à pas faire la réforme. Et c'est ça qui compte. Et moi je pense qu'il est en train d'arriver à Emmanuel Macron ce qu'il était arrivé auparavant à Nicolas Sarkozy. Vous avez parlé d'arrogance tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant, c'est ce côté j'ai été élu sur mon volontarisme va tout emporter avec lui. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Les Français, ils aiment pas beaucoup ça, ils sont attachés au temps du Parlement, effectivement, et on se retrouve avec des présidents qui se heurtent un petit peu à cette résistance du système qu'ils ont pourtant tant d'énergie à vouloir changer, système qui demande du temps, qui demande de la négociation. Elle a parlé de concertation, Elisabeth Borne, je pense que le mot négociation va pas tarder à être lâché. Elle l'a dit. Elle l'a déjà lâché. Le mot est lâché. Bon, vous êtes d'accord, Olivier Gracia, avec ce que vient de dire Je ne pense pas que les Français soient si attachés que ça au temps parlementaire. Au contraire, la France a quand même une tradition... Temps du débat, mais la France a une tradition de monarques, de rois, d'empereurs qui ont été très interventionnistes. Et également, d'ailleurs, Sarkozy au début était applaudi pour son côté hyper président. Après, ça lui a joué des tours évidemment parce qu'il ne l'a pas fait avec la finesse à laquelle on l'attendait. Mais je ne pense pas que cette image presque monarchique que donne Macron de lui-même aux Français soit si mal perçue dans le fond. Surtout après François Hollande, qui a laissé quand même un habit présidentiel abîmé par le manque d'incarnation. Macron permet de renouer avec une tradition presque royaliste d'incarnation du pouvoir. Et les bonapartiste, je dirais même. Oui, ou bonapartiste, mais en tous les cas, cet attachement à une figure personnelle presque providentielle, finalement, qui viendrait... Bon, on va voir comment tout cela évolue. Roland Quérol nous dit qu'il faut attendre 2-3 semaines, donc on va en reparler. De toute façon, on n'a pas fini de parler de ces grèves, bien évidemment. L'émission se poursuit dans quelques petites secondes. Le temps de faire un point sur l'actualité, puisqu'il est 19h. Julie Hamet, il y a eu un accident de manège dans les environs de Lyon. Exactement, ça s'est passé à Neuville-sur-Saône, c'est dans la métropole donc de Lyon. La nacelle d'une attraction s'est détachée dans l'après-midi. On compte 1 mort et 4 blessés. Regardez ces images qui viennent de nous parvenir. Images de cet accident mortel dans cette petite fête foraine de la banlieue lyonnaise. Toujours beaucoup de pompiers sur place, une dizaine de camions, vous les voyez. Une nacelle donc d'un manège à sensation qui s'est décrochée. Une enquête est en cours. Il va falloir comprendre à présent comment cet accident a pu se produire. On est en ligne avec Cécile. Vous êtes membre du bureau du FN du Rhône et vous êtes sur place. C'est vous qui avez filmé les images que l'on vient de voir. Est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances de l'accident ? Est-ce que vous avez plus d'informations là-dessus ? Oui, bonsoir. Non, je n'ai pas d'informations vraiment supplémentaires, si ce n'est qu'il s'agit donc dans cette nacelle d'une famille. Donc c'était le papa avec des enfants, ses enfants, je suppose. Voilà, l'hélicoptère est reparti des lieux il y a à peu près une dizaine de minutes. Et donc reste tout ce qui est staff gendarmerie et pompiers, beaucoup plus pour l'investigation, les recherches maintenant. Justement, qu'est-ce que vous voyez, vous, sur place ? Alors, écoutez, toujours, on va dire,
6-7 camions de pompiers, la gendarmerie aussi, le PC de gendarmerie. Ils ont monté donc un sorte de je sais pas comment on peut dire ça, une caméra, vous savez, en hauteur pour filmer à 360 degrés afin de pouvoir remettre la scène et la visualiser dans leurs locaux de manière beaucoup plus précise. Voilà, c'est ça, c'est des photos, des relevés techniques, etc. C'est l'enquête qui commence clairement dès maintenant. Oui, une enquête est en cours sur le lieu maintenant. C'est une toute petite fête foraine en fait. Ah oui, il y a 5 attractions. C'est la seule entre guillemets à sensation. Il y a c'est vraiment deux manèges pour tout petit. C'est vraiment la petite fête, on va dire, du village du week-end pascal avant la grosse fête du 1er mai où normalement les mêmes forains doivent venir avec d'autres. C'est la première fois qu'un accident comme celui-ci s'y produit ? À ma connaissance, oui, en tout cas. Merci beaucoup Cécile Ben pour toutes ces précisions. Vous êtes sur place donc, et je rappelle que vous êtes membre du bureau du FN du Rhône. On va faire le point sur les derniers éléments avec le sous-préfet du Rhône, Pierre Castoldi, joint au téléphone par nos équipes. Il revient lui sur le bilan donc après cet accident. Le bilan est le suivant, il y a une personne décédée, un homme, 4 personnes blessées dont une plus sérieusement que les 3 autres, 3 blessés légers, et puis 10 personnes impliquées qui étaient aussi sur le manège, mais qui ne sont pas blessées, dont les enfants d'ailleurs de la personne décédée qui est la victime. Alors moi j'ai pas d'informations encore sur les circonstances. Il s'agit d'un manège où plusieurs nacelles sont attachées, mais sur la façon dont ça s'est passé, là, à ce stade, j'ai pas d'informations. L'enquête, évidemment, est ouverte. Et avec nous, Tiffaine Piauget du service police-justice d'LCI. Tiffaine, on sent qu'on ne sait toujours pas tellement ce qui s'est passé. Une enquête est en cours, mais quelles sont les infos dont vous disposez sur les circonstances du drame ? Eh bien, ce que l'on sait, c'est que les pompiers sont appelés un tout petit peu après 16h30, puisqu'une nacelle d'un manège à balançoire, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est un manège à sensation. Eh bien, l'une de ces balançoires, l'une de ces nacelles est tombée, s'est décrochée. Elle a atterri dans la rue voisine. Ça s'est passé donc dans une toute petite fête foraine de Neuville-sur-Saône. C'était à une quinzaine de kilomètres de Lyon. Le bilan est toujours provisoire. Il y a une personne qui est morte, une autre grièvement blessée et puis 3 enfants qui sont blessés légèrement. Évidemment, vous le disiez Julie, une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident. Merci beaucoup Tiffaine Piauget pour ce dernier point. On vous tiendra informé évidemment sur l'évolution de la situation et on refera un point sur cet accident donc à Neuville-sur-Saône, accident de manège dans le journal de 20h. Tout de suite la deuxième partie donc de 24 heures en question présentée par Bénédicte. Merci Julie. Allez, c'est l'heure de la semaine en question. Vous en avez l'habitude chaque semaine. Maintenant, retour sur les grandes actualités de ces derniers jours. Tout cela vous est préparé ce soir par Alexandre Guetta. C'est la guerre diplomatique entre la Russie et le reste du monde autour de l'affaire Skripal. Au total, 26 pays ont décidé d'expulser pas moins de 150 diplomates russes à travers le monde, comme un parfum de guerre froide. Retour en France avec une bonne nouvelle. Pour la première fois depuis 2007, la France voit son déficit public passer sous la barre des 3%. 2,6% exactement. Plus de 10 ans que la France attendait ça. Ce mardi, le monde entier se pose une seule question. Mais qui donc se trouve dans ce train blindé qui relie Pyongyang à Pékin ? Mercredi, on découvre ces images. Le mystérieux voyageur n'était autre que Kim Jong-un, le leader nord-coréen achevant une visite de 3 jours en Chine. Premier voyage depuis sa prise de pouvoir. En attendant sa prochaine rencontre avec Donald Trump, la normalisation diplomatique avec Pyongyang serait-elle enfin sur de bons rails ? En France, c'est une journée d'hommage qui commence. D'abord, l'hommage national rendu à Arnaud Beltrame. Dans son éloge funèbre,
le chef de l'État appelle à l'esprit de résistance français. Le nom d'Arnaud Beltrame devenait celui de l'héroïsme français, porteur de cet esprit de résistance qui est l'affirmation suprême de ce que nous sommes. Le soir même, vive tension lors de la marche blanche en hommage à Mireille Knoll. Chahutés, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont dû être exfiltrés du cortège. La pression judiciaire de plus en plus forte autour de Nicolas Sarkozy. Après sa mise en examen la semaine passée, cette fois l'ex-président est renvoyé en correctionnel dans l'affaire dite des écoutes. Ses avocats ont fait appel. Laura et David contre Laetitia. Le tribunal de grande instance de Nanterre se penche sur l'héritage de Johnny. Au cœur des débats, l'album posthume, mais aussi une guerre d'images. Toute cette affaire n'a qu'un seul objectif, asphyxier financièrement Laetitia et contraindre cette femme seule, avec ses 2 enfants mineurs, à léguer ce que Johnny ne voulait pas léguer. Madame Boudou a envoyé toute sa garde rapprochée pour témoigner quelle femme elle est. Le constat est simple, elle ne supporte pas et surtout elle n'assume pas l'image que cette affaire renvoie d'elle. Le tribunal rendra sa décision le 13 avril prochain. C'est la grève à Air France. Ce vendredi, premier jour du week-end pascal, la compagnie aérienne a dû annuler un quart de ses vols. Les grévistes réclament une hausse de salaire. Les voyageurs, eux, sont en colère. Je pensais que ça serait le 3 avril. Raté, le 3 avril, ce sera au tour des cheminots. Le week-end s'annonce animé. Joyeuse Pâques à tous. Allez, on va revenir pour commencer sur cet hommage à Arnaud Beltrame. C'était donc mercredi dernier, cérémonie magnifique. Le terme de héros a été beaucoup employé depuis cette prise d'otage. Olivier Gracia, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas employé ce terme de héros en France. La dernière fois qu'on l'a utilisé, c'était pour qualifier les soldats américains qui, dans le Thalys, avaient sauvé la vie des passagers, qui d'ailleurs avaient été décorés par François Hollande. Et Clint Eastwood en a même fait un film, où d'ailleurs il a attribué les rôles principaux aux principaux intéressés. Donc c'est la dernière fois, on avait eu le cas de militaires aussi, pour le cas, qui s'était sacrifié. D'ailleurs, l'un des militaires avait été gravement blessé, il avait reçu quelques balles. Et il avait couru pour défendre les passagers. Ouais. La France a besoin de héros. Roland Quérol, la thématique du héros positif par rapport au héros négatif. On a beaucoup dit ça la semaine dernière. Le terroriste et le héros, le colonel Beltrame. Moi, je crois que c'est très vrai. C'est très vrai parce qu'en effet, la propagande djihadiste se nourrit beaucoup de cette idée qu'il meurt en héros. Donc c'est très important de pouvoir, contre ces héros négatifs, pouvoir dégager des héros qui aient une résonance évidemment positive dans la population française. Et c'était le cas pour le colonel Beltrame. Là où il y a... peut-être une petite contradiction. C'est un très beau discours qu'a fait Macron. Il a un discours très bien écrit, très bien dit. Bon, mais voilà, l'héroïsme, sa qualité, sa spécificité, c'est d'être exceptionnel. Là, on nous explique que l'héroïsme du colonel est un symbole de l'héroïsme français en général, de l'esprit de la résistance qui anime, paraît-il, tout le peuple français. Là, on peut se dire que c'est un peu optimiste, peut-être, sur la façon dont il ausculte la société française, où il y a souvent tout de même plus de peur, de crainte, que d'héroïsme. Et c'est ce qui, d'ailleurs, justifie l'admiration pour les héros. Alors, de la même façon, quand il fait le rapprochement avec la mort de Madame Knoll, et dont il dit, alors que l'enquête vient d'être ouverte, que cette femme a été tuée parce qu'elle était juive, c'est le parquet qui dit ça. On n'a pas encore une enquête qui établit ça. Donc il a parfois cette tendance à parler un tout petit peu au-dessus de la vérité, mais le discours était un beau discours. Enfin, on va le réécouter, on va réécouter une partie si vous voulez. On vous a préparé un petit extrait, écoutez. Alors que le nom de son assassin déjà sombrait dans l'oubli, le nom d'Arnaud Beltrame devenait celui de l'héroïsme français, porteur de cet esprit de résistance qui est l'affirmation suprême de ce que nous sommes, de ce pourquoi la France toujours s'est battue, de Jeanne d'Arc au général de Gaulle. Son indépendance, sa liberté, son esprit de tolérance et de paix contre toutes les hégémonies, tous les fanatismes, tous les totalitarismes. Bélix Nebli, il en fait
un peu trop sur l'esprit de résistance français. Vous êtes d'accord avec ce que dit Roland Quérol ou pas? C'est pas une lecture d'historien, on va dire. Voilà, c'est une lecture politique. C'est une lecture politique. Ça renvoie à ce qu'on appelle le récit national, voire le roman national. L'expression est assez significative. Mais il est dans son rôle d'une certaine manière. Il est chef de l'État, il doit montrer la voie, chercher finalement à nous unir. Et il est dans son rôle. Il n'est pas historien pour le coup. Et donc le fait que ça soit un peu biaisé, c'est sa responsabilité, mais on peut comprendre aussi cette liberté qui s'est permise vu le contexte. Par contre, là où il y a un vrai enjeu, c'est que finalement c'est un discours aussi qui a une double dimension. Une dimension tournée vers le face-à-face vis-à-vis des djihadistes, et là pour le coup c'est assez bien joué dans la mesure où effectivement on a un héros positif et qui vient finalement neutraliser la construction du discours djihadiste qui consiste aussi à incarner finalement leur guerre à travers des figures héroïques aussi qu'ils appellent les martyrs. Alors nous, on a un discours laïque, on parle de héros français en l'occurrence, et un héros positif effectivement. Et c'est important parce que ça a permis de neutraliser finalement l'autre figure héroïque de notre ennemi stratégique. Et d'ailleurs, il le dit, Emmanuel Macron, il dit le nom du terroriste doit tomber dans l'oubli, on ne cite plus. Nous, on a choisi de ne plus diffuser sa photo. Mais c'est très important en fait. Voilà, c'est important. Ne pas savoir de qui il s'agit en fait. Oui, là pour le coup, c'est au-delà d'une stratégie de communication. Finalement, l'action de notre ennemi stratégique a été neutralisée. Elle a été étouffée. Parce que finalement, au-delà de la... Et c'est en cela qu'on n'est pas dans une guerre. On parle de guerre contre le terrorisme. Et là, on a un épisode où une illustration du fait qu'on est au-delà d'une guerre au sens classique du terme. On n'a pas une armée face à nous, on n'a pas un État au sens classique. On a un système de symboles, on a un système discursif, un discours qui a une vraie résonance, malheureusement, dans notre pays, pour une minorité de gens, mais trop de gens malgré tout. Et donc c'est important de mener aussi cette confrontation au niveau non seulement idéologique, on l'a dit, mais aussi symbolique. Et là, on a peut-être assisté à un tournant. Et puis l'autre dimension, elle est strictement, je dirais, interne ou nationale. C'était important d'avoir un discours qui puisse incarner l'unité nationale. Et je pense que le président a trouvé le ton pour finalement incarner ce besoin, cette exigence et cette réalité de l'unité nationale. Le problème, c'est que politiquement, le même jour, on a eu une image de désunion nationale. On en reparlera tout à l'heure, effectivement, avec cet hommage à Mireille Knoll. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de faire la comparaison entre les deux présidents de la République qui viennent d'échanger leur siège à l'Élysée. C'est-à-dire que François Hollande avait vu l'irruption au cœur de son quinquennat de la problématique terroriste. Et on se souvient tous d'un François Hollande qui avait assez bien fonctionné dans son rôle de rassembleur calme, sage, qui calmait le pays. Et voilà, on se souvient que voilà, François Hollande s'en était assez bien sorti parce que le terrorisme avait saisi d'un seul coup l'ensemble de la classe politique. Et on se souvient de ces images impressionnantes à l'Assemblée nationale de tous les députés entonnant la Marseillaise tous ensemble pour dire que par-delà les divergences politiques, il y a l'intérêt de la lutte contre le terrorisme qui est important. Et là, Emmanuel Macron, certes, est dans son rôle de chef de l'État lorsqu'il dit ce très beau discours avec ces mots très bien choisi pour parler du colonel Beltrame. Effectivement, il invoque le roman national, mais ça aussi, c'est son rôle de réécrire tout ça dans une longue histoire. Au même moment, à l'Assemblée nationale, l'unité, elle est plus là, en fait. L'unité, elle est plus là, puisqu'on a vu un début de débat sur les dispositifs de lutte contre le terrorisme, sur l'efficacité des services de renseignement. Dès le lundi matin, ça a commencé. Laurent Wauquiez, d'ailleurs, a été pas mal critiqué pour ça. Avec Christian Jacob, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui fait la courroie de transmission et qui, alors même que voilà, l'Assemblée nationale avait décidé de parler de cette question-là au moment des questions au gouvernement, des questions d'actualité au gouvernement, Christian Jacob décide de mettre les choses sur la table en disant oui, il est où l'état d'urgence, ils sont où les moyens, que fait le gouvernement pour lutter contre le terrorisme. L'unité politique. Mais il faut les poser ces questions-là, vous êtes d'accord? C'est des questions extrêmement intéressantes, mais c'est là aussi qu'on voit que ça a changé par rapport... Je ne dis pas que c'était trop tôt ou pas assez tôt, mais c'est là qu'on voit que ça a changé par rapport au précédent gouvernement. Le précédent gouvernement, peut-être parce qu'on était tous transis et saisis de peur par le terrorisme, on se laissait le temps de l'émotion pour ensuite avoir le débat politique. Là, le débat politique, dès le lundi matin, il a... Pardon, je voulais juste avoir l'avis de l'historien là-dessus, justement, sur le temps de l'émotion et le temps politique.
Aussi l'avis par rapport au discours, vous parliez de roman national, voire de récit national. Plutôt l'inverse, le récit national, voire de roman national. D'ailleurs, c'est marrant parce que ça s'inscrit complètement dans la logique de Blanquer, finalement, de revenir à une forme de récit national, pour le coup, pour réinscrire un peu une forme d'adhésion des jeunes élèves français à leur patrimoine culturel, identitaire et français. Parce que Blanquer et Macron pensent en effet qu'on aime la France en aimant aussi son histoire. Donc c'est dans l'intérêt d'Emmanuel Macron aussi de récupérer ces symboles à lui, de les amener à lui, pour montrer que l'histoire se vit aussi aujourd'hui avec des héros des temps modernes. Alors l'appel à la résistance est classique, je veux dire, c'est une référence aux grandes figures de la résistance, comme De Gaulle à l'époque disait la France a été entièrement résistante, donc il est vraiment dans le récit. Mais après, le récit est important, il ne faut pas forcément chercher l'histoire froide universitaire, c'est-à-dire que le récit est important pour fédérer les émotions et fédérer aussi le peuple derrière un patrimoine commun. En fait, l'histoire d'Arnaud Beltrame, le geste d'Arnaud Beltrame est une leçon d'éducation civique aux élèves de notre pays, quoi. Mais c'est une leçon d'éducation civique, de sa manière, oui, et morale. Il faut savoir aussi que Arnaud Beltrame était un homme de foi, qui aimait beaucoup l'histoire de France, d'ailleurs, qui, je crois, aimait beaucoup Napoléon, qui aimait beaucoup l'histoire et qui était profondément attaché à son pays, à la patrie, aux racines chrétiennes de la France également. Il était lui-même chrétien. Et d'ailleurs, préparait les dispositifs de son mariage. Il s'était entretenu longuement avec un prêtre quelques semaines avant de mourir. Donc c'était quelqu'un qui a une notion du courage, également du sacrifice et du don de soi, de la générosité. La traduction de liberté, égalité, fraternité chez Arnaud Beltrame ou pas? Est-ce que c'est ça qu'il faut lire dans le discours d'Emmanuel Macron? En tout cas, par rapport à Arnaud Beltrame, je pense qu'on est au-delà quand même de l'instruction civique. Puisqu'on parle de courage et d'esprit de sacrifice, on est quand même au-delà de ce qu'on essaye de transmettre notamment les valeurs à nos enfants. patriotiques, quoi. Même au-delà. Oui, au-delà. Il y a une dimension à la fois spirituelle et puis la mobilisation du courage. Le courage, ça ne va pas de soi et je ne crois pas qu'on puisse l'instruire au sens de le transmettre comme élément d'éducation, malheureusement. Donc il y a quelque chose d'exceptionnel, tout simplement, qui peut s'expliquer de différentes manières. On a invoqué sa foi. Je pense aussi que ça ne se résume pas à sa foi, je pense. Voilà, il y a l'exceptionnalité de l'homme auquel il faut rendre hommage. Mais c'est en même temps, pour nous, très important, au-delà de sa personne, parce qu'il envoie un message qui a une dimension à la fois peut-être universelle. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a parlé de gestes qui finalement valorisaient la condition humaine. Oui. Un héros de la condition humaine. Voilà, un héros de la condition humaine. C'est important pour nous, encore une fois, parce que derrière l'exceptionnalité de la séquence et du personnage, on a quand même une société, et donc une entité collective, la France, qui est traversée par des tensions très fortes, plus ou moins souterraines, qui parfois sont éruptives, donc qui nous explosent au visage. Et ça a fait à la fois du bien au collectif, mais ça ne sera pas malheureusement suffisant pour taire pas seulement les débats, parce que les débats sur comment lutter contre le terrorisme sont légitimes en soi. Si on était d'accord et si elles étaient évidentes, on aurait été plus efficace. Donc qu'il y ait débat, moi je trouve ça plutôt sain en démocratie. Mais qu'on n'essaye pas de tomber dans finalement le piège que nous est tendu par les djihadistes. Finalement, leur piège discursif, leur piège fondamental consiste à essayer de fracturer la société sur la base de fractures qui existent déjà. Et c'est en cela que le défi est important et de savoir si on va tomber dans ce piège ou pas. L'esprit de résistance français qu'évoque Emmanuel Macron, Roland Quérol, c'est optimiste de parler de cet esprit de résistance. Il existe vraiment ou pas? Écoutez, ce qui est vrai, Gracia nous rappelait que le général de Gaulle vivait un peu sur le mythe que l'ensemble des Français avaient soutenu la résistance, et nous savons, grâce notamment au travail des historiens depuis, que ça n'était pas le cas de la majorité jusqu'à une certaine année de la guerre, disons. Et je crois que de la même façon, voilà, c'est parce qu'on fait un roman national qu'on a besoin de faire adhérer à ces valeurs selon lesquelles l'ensemble des Français serait toujours du bon côté. Regardez, tous ces groupes qui ont essayé de reprendre le colonel Bertram comme étant à eux aussi. Il y a les chrétiens, dont on a parlé, il y a les francs-maçons. On nous a rappelé qu'il était encore dans sa loge 15 jours avant. Voilà. Ça veut dire que quand même, il y a un phénomène à la fois d'unanimité nationale qu'on crée et le sentiment que chaque groupe a envie de s'identifier
à ce héros, parce que ce héros m'appartient, en fait. Il lui appartient un petit peu. De la même façon, la justice, pardon de dire ça, mais je ne vais pas dire son nom, mais un candidat aux législatives de la France insoumise avait dit qu'il se réjouissait de la mort d'un gendarme, parce que quand il pensait aux morts des gendarmes, il pensait à la mort du militant Rémi Fraisse qui avait été tué par un gendarme, et il disait en plus c'est un colonel, donc encore mieux. 1 an de prison avec sursis. 1 an de prison. Il était exclu et il a pris 1 an avec sursis. Une autre personne, une femme, dans les mêmes conditions, sur les mêmes genres de réseaux sociaux, fait savoir qu'elle trouvait très bien la mort du boucher. Parce qu'elle était végane. Parce qu'elle était végane et qu'il était complice des assassins d'animaux. 7 mois avec sursis. Comme si, décidément, même la justice, sans le vouloir, parce que c'était dans 2 cours différents, manifestait aussi qu'il y avait chez le colonel quelque chose de plus important que tous nos autres morts de ces dernières années. C'est vraiment l'identification à la fois au phénomène du français, du résistant, du gendarme. D'une certaine façon, même si la gendarmerie ne dépend plus de l'armée, voilà, de nos forces de l'ordre. Et là, c'était probablement le panthéon le plus fort qu'on pût imaginer. Est-ce qu'on peut imaginer que l'histoire d'Arnaud Beltrame nous fait passer de l'état de victime du terrorisme, comme on en parlait tout à l'heure, à l'état de pays qui veut résister? Et oui, et c'est pour ça qu'effectivement le vocable de la résistance est un vocable intelligent de la part d'Emmanuel Macron. C'est intelligent de sa part de l'utiliser parce qu'effectivement Arnaud Beltrame, par son geste, a montré quelque chose que la France a du mal à se montrer elle-même depuis plusieurs années, c'est sa capacité à résister au terrorisme. On a l'impression d'être abattu, le mot est terrible, à chaque attentat collectivement. On pouvait rien faire, on subit. Et Arnaud Beltrame, par son acte héroïque, a montré qu'il était possible à la France de réagir face au terrorisme, de lui résister, de lui opposer. Le refus. Alors lui, il est allé jusqu'à donner sa vie, ce qui est quand même extraordinaire. Mais voilà, il a réussi par son geste à montrer une voie possible pour un pays entier pour lutter contre un démon qui le ronge effectivement depuis très longtemps. En plus, en appuyant là où ça fait mal sur nos divisions profondes. Et donc effectivement, la notion de résistance est intéressante, à voir comment elle continuera à être utilisée, interprétée, à voir comment le souvenir d'Arnaud Beltrame aussi sera cultivé, parce que je pense que le gouvernement, l'État, les pouvoirs publics au sens large vont chercher à cultiver le souvenir d'Arnaud Beltrame, et tant mieux. Et j'aimerais bien voir effectivement comment est-ce qu'on va se souvenir d'Arnaud Beltrame dans plusieurs années. Ça peut emmener un pays, ça, Olivier Gracia? En tout cas, il nous inspire tous au quotidien, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous a tous beaucoup marqué. La mort d'Arnaud Beltrame, plus qu'avant, ça m'a vraiment marqué. Et pour moi, il est digne un peu de ce qu'était un peu Jean Moulin dans la figure un peu de résistance, à savoir que Jean Moulin n'avait absolument pas cédé à la torture, n'avait absolument rien confié aux nazis. Et il est vrai que cette figure de résignation face à la mort et de pouvoir se donner avec autant de générosité, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous inspire tous et qui nous a tous touchés, je pense, au profond de notre cœur. Mais ça peut durer, cet esprit-là? Je pense que ça peut durer, c'est à l'État de faire vivre la mémoire. Il y a des communes qui le font déjà, la commune de Versailles, je crois, qui va donner l'une de ses rues. Plusieurs autres aussi ont... Béziers, la ville de Béziers, je crois également, y a pensé. Je ne connais pas toutes les communes qui ont pensé, mais en tous les cas, on peut faire vivre son nom, en tous les cas, en donnant son nom à des rues et des places. Très vite. Oui, très vite, juste... C'est vrai qu'on était plus dans la résilience que dans la résistance. Et là, il y a quand même un saut qualitatif, si je puis me permettre. Donc c'est important en soi. Mais malgré tout, j'espère qu'on n'en restera pas à cette idée de commémoration de son esprit, parce que l'enjeu auquel nous sommes confrontés, c'est aussi d'être plus constructif et d'apporter des réponses aux enjeux. Et malheureusement, face aux djihadistes, aux terroristes djihadistes, la commémoration, ça ne sera pas suffisant. Bien, on va s'interrompre quelques minutes et on revient pour la 3e partie de l'émission. On va continuer notre discussion. On va évoquer, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mon cher Roland. Non, c'est pas, ne vous fâchez pas. C'était le même jour d'ailleurs que l'hommage de la nation à Arnaud Beltrame. C'était cette marche blanche en mémoire de Mireille Knoll qui a été quelque peu entachée par des sifflets. On va parler de ça et puis on va parler également de l'affaire de Johnny Hallyday puisque c'était hier au tribunal. Et puis cette affaire du train mystère en Corée du Nord, pas du tout à Pékin, c'était pas en Corée du Nord, c'était à Pékin. À tout de suite. Votre programme ?
Retour sur le plateau de 24 heures week-end. L'info en question. Nous sommes toujours en direct, bien évidemment. On parlait en première partie du sacrifice d'Arnaud Beltrame, le même jour que l'hommage avait lieu, la marche en mémoire de Mireille Knoll, cette vieille dame assassinée vendredi dernier également. L'effroi de la France, il y avait du monde à cette marche, dont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui n'ont pas été bien accueillis. On va réécouter cette séquence et on en parle après. Elle a toute sa place comme tout le monde. Elle a toute sa place comme tout le monde. C'est bon là. Dehors les nazis. Nazis dehors. Je réponds que nous avons notre place ici parce que, encore une fois, ils se trompent d'ennemis. Voilà. C'est nous qui luttons depuis des années et qui dénonçons l'antisémitisme islamiste. C'est une honte. C'est une honte. Attention, ça tape. De venir nourrir. Hé, tu gardes ça à côté. Ta mère, dis ta mère. Dis ta mère. Ça parle. Cassez-vous. Dégagez. L'essentiel, c'est le regroupement dans le recueillement, c'est les paroles pleines d'amour et de tendresse du fils de Madame Mireille Knoll. Et je sais combien de mes amis sont malheureux de voir ça, mais ça, n'y attachons pas plus d'importance que ça ne doit en avoir. Jean Massier, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'on n'a collectivement pas été à la hauteur. C'est dramatique de voir des images comme ça alors qu'on est appelé à une marche blanche, de voir que la petite politicienne s'invite dans le débat. J'ai trouvé ça humiliant. Qu'on soit pas capable d'avoir une marche blanche digne et à la hauteur de ce qui s'est passé et de répondre à l'appel des enfants de Madame Knoll. Je trouve ça, moi j'ai trouvé ça nul de la part du CRIF. Oui, j'allais vous demander de qui c'était la faute. Pour moi c'est le CRIF. Le CRIF a politisé quelque chose qui ne méritait pas de l'être. Le CRIF aurait pu prendre des positions plus tard, prendre le temps de voilà, mais cette manière de dire il y a des gens bienvenus et des gens qui ne le sont pas, oui. Sans se coordonner avec les enfants de Madame Knoll qui du coup dans d'autres médias disent mais pas du tout, tout le monde est le bienvenu, du coup ça ridiculise le CRIF. En fait le CRIF très vite a dit on ne veut pas de Marine Le Pen, on ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon, le fils de Madame Knoll a dit le CRIF fait de la politique, nous on n'en fait pas. Nous on n'en fait pas, donc c'était quand même un niveau de dignité plus élevé que celui du CRIF. Et Jean-Luc Mélenchon, je l'ai trouvé dans ses interventions orales le jour J très digne et particulièrement à la hauteur en disant n'y accordons pas d'importance de ces petites huées, de ces sifflets, ces bousculades. L'important c'est le recueillement. Il a eu des mots très forts et très dignes vis-à-vis de la lutte contre l'antisémitisme et de l'unité du peuple français. Enfin voilà, j'ai trouvé pour le coup que Jean-Luc Mélenchon avait bien joué son rôle et que le CRIF avait très mal joué le sien. Bélig Nabli, vous en pensez quoi, vous ? Non, mais c'est d'autant plus vrai et triste que l'enjeu, c'était précisément de montrer que ce n'était pas la communauté juive qui était visée seule et qu'il fallait faire la manifestation, la démonstration de l'unité nationale autour de la lutte contre l'antisémitisme, donc un enjeu politique aujourd'hui. Et ceux-là même qui a appelé à l'unité nationale face à l'antisémitisme se sont crus légitimes pour faire une sélection à l'entrée, comme si on s'agissait d'une entrée à une discothèque. On n'était pas au niveau. Enfin, encore une fois, vous avez cité le CRIF, il faut le dire, il faut le reconnaître. Il y a une responsabilité politique et qui renvoie finalement à comment faire pour que l'antisémitisme concerne véritablement tout le monde et pas seulement certaines personnes qui se sentiraient plus légitimes, plus responsables que d'autres. Ou bien on en fait un enjeu de politique nationale pour permettre l'unité nationale, ou bien on considère que c'est un problème qui concerne d'abord la communauté juive. Ça serait une erreur très grave de notre part à tous. Le CRIF a fait du communautarisme dans cette affaire-là. Le CRIF a fait pire que ça. Le président du CRIF, M. Khalifat, je trouve là a été absolument indigne de sa fonction. De même que je me demande souvent si le CRIF est digne d'être un porte-parole de ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la communauté juive. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas, par exemple, de Mélenchon dans le cortège ? Il l'a dit ensuite dans les médias, parce que M. Mélenchon ou des amis de M. Mélenchon ont pris position contre la politique d'Israël et certains même ont participé à la campagne du boycott d'Israël. Cette façon de toujours prendre comme synonyme antisionisme et antisémitisme, je trouve que c'est devenu insupportable. Mélenchon est de ceux qui ont toujours montré qu'ils étaient tout à fait là dans la lutte contre l'antisémitisme. Son discours a été le plus remarquable à l'Assemblée nationale sur ce terrain. Si vous regardez les sondages français, dans lesquels je vous signale qu'il y a tout de même toujours entre 20 et 25%
qui développe les thèmes de l'antisémitisme classique. Trop de juifs en France, je voudrais pas que mon fils épouse une juive, ils ont la puissance et l'argent, etc. Ces vieux thèmes de l'extrême droite française sur l'antisémitisme sont toujours présents. C'est un quart à un cinquième des Français. Bref, il y a une lutte. Et dans les Français qui disent qu'ils ne cèdent pas à ces thèmes de l'antisémitisme, les gens de la France insoumise, je le dis, parce qu'il faut le dire objectivement, sont les moins concernés. Donc voilà, cette accusation, parce qu'il y a souvent en effet une dimension d'hostilité à la politique d'Israël, cette hostilité du CRIF à l'égard de ces gens-là, parce qu'ils ne soutiennent pas ni Netanyahou, ni la politique de l'État d'Israël, peut-être dans d'autres moments, je trouve que c'est inadmissible ça n'a rien dans à la voir vie avec politique française. l'antisémitisme. Oui. Et concernant Marine Le Pen ? Alors, concernant Marine Le Pen, voilà, c'est un peu plus compliqué. Parce que son père est toujours antisémite, qu'il a été encore confirmé par la Cour de cassation le 27 mars dans un jugement sur ces fameuses phrases sur le détail de la Deuxième Guerre mondiale. Et toutes ces plaisanteries, de la même façon que tous les discours enfiévrés qu'il a prononcés depuis les débuts du Front National, étaient marqués par l'antisémitisme. Marine Le Pen a rompu avec cela. Marine Le Pen, je ne l'ai jamais entendu ni lu dire quoi que ce soit d'antisémite. C'est vraiment, comme elle le dit d'elle-même, l'islamisme qui est devenu, et l'étranger musulman éventuellement, le symbole du danger, et pas l'antisémitisme. Comme si elle disait, dans ma génération, ça n'a plus du tout de sens, je ne le ferai pas. En même temps, je peux comprendre un peu mieux que certains dans un cortège, pas M. Califat, que certains dans un cortège disent le Front National, quand même, ça me gêne, parce qu'ils ont été quand même très là dans l'antisémitisme dans les années récentes. Mais dans les deux cas, le CRIF n'a pas à dire monsieur ou madame untel n'ont pas à être dans nos cortèges, et surtout pas parce qu'ils seraient hostiles à Israël. Olivier Gracia. C'est vrai qu'on a un devoir d'union sacrée des élites politiques lors de ce moment. Il est malheureux de devoir exclure Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Pour revenir à ce que vous disiez sur la construction de l'antisémitisme, elle n'est pas qu'à l'extrême droite, elle est aussi à l'extrême gauche. L'histoire du XXe siècle montre que les grands mouvements fascistes ont également né à l'extrême gauche. Aujourd'hui, numériquement, ça n'est pas le cas. Et il est vrai que l'antisionisme n'est pas l'antisémitisme, mais parfois la frontière est mince et beaucoup d'antisémites se dissimulent sous la fonction d'antisionisme pour pas pouvoir... Mélenchon. Pas Mélenchon en tous les cas, oui, mais d'autres. Pas Mélenchon. Mais Mélenchon, en tous les cas, en plus, il a fait des discours quand même assez émouvants sur la question. Il a été assez remarquable. Il est vrai que Jean-Luc Mélenchon, en ce qui le concerne, avait toute sa place dans le cortège. Est-ce qu'ils ont fait, sachant ce qu'avait dit le CRIF la veille de ce cortège, est-ce qu'ils ont fait une erreur tous les deux de venir malgré tout ? Non. Est-ce qu'ils auraient dû s'abstenir en disant que c'était leur place ? Leur place et qu'ils sont en République. Malheureusement, c'était devenu inévitable ce qui s'est passé. C'est-à-dire que compte tenu du fait... Il fallait s'y attendre, en fait. À partir du moment où il fallait qu'ils y aillent et il fallait qu'ils s'en fassent exclure parce que de toutes les façons, un certain nombre de nervis dans la manifestation avaient l'intention de ne pas les laisser rentrer. Et donc c'est pour ça que je dis qu'on a été nuls collectivement et qu'on a échoué collectivement, parce qu'on en revient à avoir des images malheureusement de polémiques politiciennes dans une marche qui restait quand même une marche très digne et une marche blanche à la mémoire. C'est quand même pas une responsabilité collective. Les responsables, on les a cités. La preuve, c'est qu'il y a eu quand même une levée de bouclier face à cette prise d'opposition, cette responsabilité qu'a assumé le président du CRIF. Faut quand même, on est dans un pays qui se dit républicain, là, une république une et indivisible. Et là, on a quand même un représentant communautaire qui a voulu, finalement, donner le là pour un enjeu de politique nationale. Il y a quelque chose qui m'échappe, franchement. Et ça n'empêchera hélas pas tous les hommes politiques connus de se précipiter au prochain dîner du CRIF, comme ils le font tous les ans. Bon. Non, M. Bayrou, c'est toujours refusé. Alors, M. Chevènement. Bayrou n'y va pas. Dernière question, est-ce qu'on doit être invité à ce genre de marche ? Non, mais c'est aussi ça le débat. Qui organise les marches blanches ? Enfin, au bout d'un moment, qui est le CRIF pour dire qui est le bienvenu ou pas à un événement qui est sans organisateur. Je veux dire, personne n'organise une marche blanche. C'est spontané, en fait. C'est quasi spontané. Voilà, il y a les enfants de la famille la famille de la victime souhaite une commémoration collective. Personne n'est là pour dire qui est le bienvenu et qui ne l'est pas. Comme la marche après Charlie, d'ailleurs. Et comme le 11 janvier. Le 11 janvier, c'était un moment qui appartenait à absolument tout le monde. Dans les deux cas, c'est pas complètement spontané. Tout le monde avait conscience de ce qu'il faisait en y allant. Absolument, non mais c'est vrai, et ça n'empêche pas les débats qui sont effectivement intéressants, et il faut effectivement que l'on parle
dans d'autres moments, il y a un moment pour tout. Il faut effectivement que l'on parle de la question de l'antisémitisme, de sa présence à l'extrême droite, c'est historique, à l'extrême gauche, c'est plus contemporain, mais ça existe aussi. Donc voilà, ayons ces débats-là en société, ayons ce débat public, mais choisissons bien le moment. Et là, ça ne l'était pas. Ça ne l'était pas. Bon, la semaine en question, c'est évidemment, on revient sur toutes les actualités de la semaine. Il y avait aussi hier l'affaire Johnny Hallyday, référée au 13 avril prochain. L'avocat de la veuve du chanteur était sur LCI, sur ce même plateau hier soir. Il nous explique pourquoi, selon lui, c'est le testament américain qui doit être retenu dans cette affaire. C'est quelqu'un qui vivait aux États-Unis, qui avait la green card, qui est la carte de résident permanent, qui avait sa principale résidence aux États-Unis, dont les enfants étaient scolarisés sans discontinuité depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, et le sont encore aujourd'hui, qui avait sa société là-bas, celle qui avait des relations contractuelles avec Warner, qui gérait l'album en question aujourd'hui, qui payait ses impôts là-bas et qui payait ses impôts dès lors qu'il était soumis à telle ou telle fiscalité en France, qui faisait une déclaration de non-résident en France. Ça fait quelqu'un qui était résident américain. Ça ne fait pas quelqu'un qui est parti la veille pour le lendemain pour signer un testament, pour monter un trust et revenir. Alors, Roland Quérol, on a entendu tous les avocats aussi à la sortie de la salle d'audience. La question qui se pose, en fait, c'est Johnny est-il américain ou français? Dans le cœur des gens, hein, évidemment, pas techniquement, mais en gros, il appartient au patrimoine français. Johnny, est-ce que ça veut dire qu'il appartient à la France? Écoutez, la France fera ce qu'elle voudra, mais là, on vient d'entendre un avocat qui dit des choses tout à fait surprenantes. La preuve, c'est qu'il dit si son testament est américain, c'est qu'il est américain, et il dit il avait la green card. Depuis quand la green card confère la nationalité américaine? C'est une blague. Ouais. Moi, j'ai une fille qui a la green card, et je vous assure qu'elle est tout à fait française, et qu'elle n'est en rien américaine. Et puis il nous dit, et ça c'est quand même formidable, il payait des impôts aux États-Unis. Osez parler des impôts payés par Johnny. Ah non, il y a des moments où les avocats me laissent Je vous sens un petit peu taquin. Baba. Johnny Hallyday n'est même pas enterré en France, ceci dit. Non, enfin, non. Non. Oui. Bon, il appartient à la France ou il appartient pas à la France, Johnny Hallyday? Il appartient au patrimoine culturel de la France. Ça, c'est clair. Moi, ce qui m'impressionne dans cette affaire du testament et de l'héritage de Johnny Hallyday, c'est la dichotomie entre justement son caractère français au sens très populaire du terme, celui de ce chanteur populaire qui était aimé par des gens plutôt très pauvres, et qui voit ce règlement de compte entre millionnaires sur la question de l'héritage, de savoir à qui appartient le yacht, la Ferrari, etc. Mais je trouve ça drôle et j'en reste là. Enfin, pardon, moi, je trouve ça triste en fait. Est-ce que c'est une question d'argent, toute cette affaire, ou est-ce que c'est pas plutôt une question justement de savoir quelle place le chanteur gardait dans son cœur à ses enfants, sa femme, etc. J'ai beaucoup plus l'impression que c'est une question d'argent. Non mais tout cela, de toute façon, relève de l'intime. Tout cela relève un peu de l'intime et ils prennent l'opinion publique à témoin, mais nous, on n'a ni les éléments du dossier au sens judiciaire du terme, ni les éléments relevant des affaires de famille. Donc à la limite, ça, à titre personnel, ça m'intéresse. Mais non, mais on a l'impression qu'on doit choisir son camp. Mais c'est parce qu'ils veulent, ils nous invitent. En tout cas, il y a une des deux parties qui a intérêt aussi à le faire. Mais franchement, j'ai pas, justement, à titre personnel, envie de rentrer ou de tomber dans ce type de piège, même si j'étais invité à le faire. Mais ce qui m'intéresse, c'est un peu le piège qui se referme sur les politiques qui en ont fait une icône. C'est une icône nationale, mais ils en ont peut-être un peu trop fait au moment de l'hommage national. Et là, il y a un contraste saisissant entre le silence assourdissant autour de l'affaire Hallyday et l'icône univoque, c'est-à-dire, je dirais, sans tâche, qu'on a voulu nous vendre au moment de... Ça veut dire que les politiques devraient donner leur avis? C'est ça que vous dites? Non, ils auraient dû être plus en retrait au moment de son... Oui, mais c'était une rockstar. Mais en quoi? Quel est le rapport entre rockstar et homme politique à un moment donné? Non, mais c'est une icône française. La disparition d'une icône française, on peut imaginer... Vous dites quoi? Vous dites aux obsèques, on avait 3 anciens présidents, c'était trop, on en a trop fait. L'hommage des représentants de la République, des États, c'était un peu lourd à un moment donné. Ouais. On avait même le président du Sénat, j'aurais bien voulu l'écouter, alors à cette occasion... Oui, effectivement, il y a ce jeu du politique qui, du coup, s'invite de manière un peu bizarre dans ces histoires de famille. Et d'ailleurs, je trouve, heureusement, qu'aucun ministre n'a pris
le risque de donner sa position personnelle sur ce débat qui n'en est pas un. Ce serait dramatique. On a quand même mobilisé M. Darmanin, le pauvre, à cause de la situation fiscale. Oui, il a eu un commentaire, mais il a eu l'intelligence d'avoir un commentaire politique sur la politique fiscale. Mais ce serait dramatique que, par exemple, la ministre de la Culture nous dise qu'elle en pense. A priori, il n'en est pas question. Est-ce que la décision du 13 avril va changer quelque chose dans la perception que les Français ont de leur idole Johnny Hallyday ? Non, ça changera en rien l'image qu'a laissée Johnny Hallyday, qui est une icône française, comme vous l'avez rappelé, qui est adulée par grand nombre de Français. L'hommage national a été le moment de concrétiser cet amour et ce lien charnel entre Johnny et la France. Après, savoir est-ce que Johnny est américain ou français, il est indéniablement français, on peut même dire qu'il est belge finalement. Il est américain par sa musique, oui, c'est Elvis Presley qui l'a inspiré, de cette manière. Mais l'affaire d'héritage me laisse aussi un peu mal à l'aise, parce que c'est une affaire qui relève du privé. Ce n'est pas Game of Thrones, il n'y a pas d'un côté le clan David Hallyday et de l'autre le clan Laetitia. On a quand même l'impression qu'il faut un méchant et une méchante et une gentille dans l'histoire, quand même. Oui, mais je trouve ça dommage. Personnellement, moi, ça m'intéresse peu. Et je pense que personne n'est gentil ou méchant dans cette affaire, et que c'est des affaires qu'ils doivent régler entre eux. C'est la justice qui tranchera. 13 avril, la justice tranchera sur cette histoire d'album, non pas sur évidemment l'entièreté du dossier. Une dernière information avant de vous laisser pour le journal de 20h. Tiffaine Piauget nous a rejoint. Bonsoir à vous. Bonsoir. Tiffaine, on va parler de cet accident qui a eu lieu donc à côté de Lyon. Un accident de manège, il y a un mort. Oui, c'est ça, les pompiers ont été appelés à 16h30 cet après-midi, un petit peu après 16h30, pour une nacelle qui s'était décrochée d'un manège. C'est un manège à balançoire, un manège à sensation, qui se trouvait dans une toute petite fête foraine à Neuville-sur-Saône, à côté de Lyon. Et la nacelle s'est décrochée. Elle est tombée dans la rue qui était adjacente au manège, à la fête foraine. Et donc il y a, je disais, un certain nombre de victimes. Ça a été, le bilan est assez lourd. Oui, c'est terrible parce que le bilan est encore provisoire. Il y a un mort, c'est un père de famille. Ses enfants également étaient dans le manège. Eux aussi ont été blessés, mais légèrement. Et puis il y a un autre blessé grièvement. Et puis donc 4 blessés en totalité pour cet accident que ça s'est passé à Neuville-sur-Saône dans le courant de l'après-midi. Vous avez vu ces images. Merci beaucoup Tiffaine. On y revient longuement évidemment tout au long de la soirée dans nos différents journaux. Merci à tous d'être venus sur le plateau de 24h Week-end. L'info en question, cette émission est terminée. Alors, Tiffaine, pardon, on me parle en même temps parce que vous avez d'autres infos. On a des dernières informations qui nous ont été données par le sous-préfet. Et donc, je vous propose d'écouter justement le sous-préfet qui nous a parlé au téléphone et qui nous donne les dernières précisions. Eh bien, cet après-midi, donc, il y a eu un accident sur un manège dans cette fête foraine à Neuville-sur-Saône, un manège auquel sont accrochés des nacelles et donc avec un système tournant. Au moment où je vous parle, le bilan est le suivant. Il y a une personne décédée, une personne adulte de sexe masculin. Il y a 4 personnes blessées, dont une plus sérieusement blessée que les autres, mais toutes ces personnes ont été prises en charge par les services de secours. Et puis il y a 10 personnes impliquées, dont 4 enfants, impliqués, c'est-à-dire qui étaient soit sur le manège, soit à proximité immédiate et qui sont aussi vus par les services de secours et notamment la cellule médico-psychologique. Il y a déjà eu des précédents, Tiffaine ? Oui, c'était en 2014 à Flins. C'est une ville qui fait partie du département des Yvelines. Il y avait une adolescente qui était tombée sous le wagon d'une chenille et elle était décédée donc en 2014. Concernant l'accident qui a eu lieu cet après-midi, eh bien, nous avons pu joindre des témoins qui nous ont parlé. Écoutez. Il s'agit donc dans cette nacelle d'une famille. Donc c'était le papa avec des enfants, ses enfants je suppose. Voilà, l'hélicoptère est reparti des lieux il y a à peu près une dizaine de minutes. Et donc reste tout ce qui est staff gendarmerie et pompiers, beaucoup plus pour l'investigation, les recherches maintenant. 6-7 camions de pompiers, la gendarmerie aussi, le PC de gendarmerie. Ils ont monté donc un
un sorte de, je sais pas comment on peut dire ça, une caméra, vous savez, en hauteur pour filmer à 360 degrés afin de pouvoir remettre la scène et la visualiser dans leurs locaux de manière beaucoup plus précise. Voilà, c'est ça, c'est des photos, des relevés techniques, etc. C'est l'enquête qui commence clairement dès maintenant. Oui. Il y a 5 attractions. C'est la seule entre guillemets à sensation. Il y a c'est vraiment deux manèges pour tout petit. C'est vraiment la petite fête, on va dire, du village du week-end pascal avant la grosse fête du 1er mai où normalement les mêmes forains doivent venir avec d'autres. Voilà, donc je vous rappelle cet accident qui a eu lieu, Tiffaine, en milieu d'après-midi. Oui, les pompiers ont été appelés un petit peu après 16h30 pour cette nacelle qui s'est décrochée de ce manège à sensation dans une toute petite fête foraine, puisque il y avait environ 5 manèges dans cette fête foraine. La nacelle s'est décrochée, elle a atterri dans la rue adjacente. Et je vous rappelle ce bilan provisoire mais terrible, puisqu'il y a une personne, un père de famille, qui est décédé. Et 4 blessés donc. Merci beaucoup Tiffaine. Merci messieurs d'être venus sur le plateau de cette émission qui est terminée à présent. Je vous souhaite une bonne soirée et puis tous les détails sur ce dramatique accident évidemment dans nos prochains journaux tout au long de la soirée. Votre programme